Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu jeudi une délégation du district autonome d'Abidjan et des 10 régions de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest de notre pays. La délégation est venue exprimer sa gratitude, sa reconnaissance et sa loyauté au chef de l'État suite à la promotion de plusieurs de ses cadres aux hautes fonctions de l'État. La première dame Dominique Ouattara a présidé la double cérémonie d'ouverture d'un séminaire de formation des artistes sur le travail des enfants. Dominique Ouattara a aussi procédé au lancement de l'édition 2021 de la caravane Ouaratour, dont le thème est « Non au travail des enfants dans la cacao-culture ». Et puis en Israël, un pèlerinage juif a viré au cauchemar après l'effondrement vraisemblable d'une structure métallique qui a causé la mort d'au moins 44 pèlerins. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié ce mouvement de foule mortelle de l'une des plus graves catastrophes de l'histoire d'Israël. C'était une rencontre fraternelle et conviviale. Jeudi, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec une délégation du district autonome d'Abidjan et des 10 régions de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest de notre pays. Il s'agissait pour elle d'exprimer sa gratitude, sa reconnaissance et sa loyauté au chef de l'État, une visite qui intervient suite à la promotion de plusieurs de ses cadres aux hautes fonctions de l'État, notamment la nomination de M. Patrick Hachi en qualité de Premier ministre. Le film de la rencontre avec Jérôme Kofi Abolan. Tous pratiquement en tenue traditionnelle, choisis pour la circonstance, ils sont des hauts cadres venus au nom des populations des régions de l'Est et du Grand Sud de la Côte d'Ivoire pour rendre un hommage des plus mérités au président de la République, Alassane Ouattara. Un hommage de reconnaissance au chef de l'État pour sa confiance à l'égard de ses cadres dans sa vision en vue de la construction nationale. Nous sommes ici avec nos enfants, une fois de plus, pour vous traduire de vive voix, au nom de tous les rois, les chefs de canton, de tribus, de terres, de villages et de communautés avec qui nous vivons en parfaite harmonie dans nos régions, notre gratitude, notre joie, celle de parents qui ont vu leur fils être promu à de hautes responsabilités au sommet de l'État. Oui, ce sont des actes forts, et même très forts, qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Parmi ces cadres promus par le président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire, on peut citer le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Aka Awele, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Koumena Kwasi Agumani. Merci, Excellence, de nous permettre aujourd'hui de marcher la tête haute, avec la conviction encore plus forte que nous ne nous sommes pas trompés, que nous ne pouvions pas nous tromper, car nous avons un chef qui est toujours resté constant dans ses engagements, qui a toujours été franc dans ses relations avec les autres et qui fait ce qu'il dit. Excellence, Monsieur le Président, vous nous avez honorés. Notre gratitude se traduira par notre acharnement au travail, notre fidélité à vos idéaux et en votre vision. Nous sommes désormais et pour toujours, oui, les disciples de votre vision glorieuse pour la Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes là, en ce jour béni du 29 avril, dans un élan de solidarité, vos frères et sœurs des 10 régions qui ont été citées, du Grand Sud et de l'Est, et du district autonome d'Abidjan, pour vous dire à titre principal 3 mots. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Reconnaissance à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, et engagement total à vos côtés. Monsieur le Président, vous nous offrez une nouvelle fois l'opportunité de vous témoigner la force profonde de nos sentiments, de vous réaffirmer l'indéfectible loyauté à votre œuvre et à votre personne, qui guide
et guidera toujours nos pensées comme nos actes. Soyez-en humblement, sincèrement et infiniment remerciés. Excellences, par votre ambition et par vos actes, le progrès est venu frapper à nos portes dans une ampleur que nous attendions toutes et tous depuis si longtemps. Oui, vous avez su respecter et faire grandir cette Côte d'Ivoire plurielle et nous vous en serions toujours reconnaissants. Vous avez su, comme nul autre, dire aux peuples de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest que leur voix comptait, que leurs paroles portaient, que leur contribution au destin de la Côte d'Ivoire était précieuse et essentielle. Excellences, nous vous remercions humblement pour cet avenir neuf que vous avez tracé pour nos régions, nos peuples et nos personnes. Pour le président Alassane Ouattara, il n'y a aucun doute que ces personnalités et leurs régions soient attachées à ses idéaux quant à sa quête permanente de la voie à suivre pour l'épanouissement des Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, je ne suis pas surpris par votre présence importante aujourd'hui. En effet, au cours des visites d'État que j'ai effectuées dans vos régions, j'ai eu l'occasion d'apprécier votre sens de l'hospitalité et votre attachement à ma personne et à celle de mon épouse, la Première Dame. J'ai aussi noté votre engagement à soutenir la grande œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire plus moderne, plus prospère, plus solidaire et plus fraternelle. Et à cet égard, je voudrais vous remercier pour votre soutien lors de l'élection présidentielle du 30 octobre, ainsi que pour toutes les initiatives prises pour l'apaisement du climat social après les violences regrettables constatées dans certaines régions. Je salue à nouveau l'importante contribution des filles et des fils de l'Est et du Grand Sud au développement de notre pays, que ce soit au service de l'État comme dans le secteur privé. L'une de vos régions nous a donné un homme compétent, de grande loyauté et d'un grand dévouement au service de l'État, un acteur de développement local au contact de nos populations, particulièrement la région de Lamé. Bien évidemment, je vais parler de mon jeune frère, le Premier ministre Patrick Hachi. Patrick, merci pour ton soutien de tout instant pendant ces moments difficiles, ton attachement et ton affection. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué que c'est dans l'union entre tous les Oufouettis que l'on peut faire face efficacement à tous les défis. Dans ma vision de la Côte d'Ivoire, le PDCI doit être au RHDP. Le PDCI doit être au RHDP. Et je considère que c'est une approche que nous devons avoir. Je l'ai dit au Premier ministre et je lui ai dit que moi-même, je suis en contact avec le président Bédié, pas plus tard qu'avant-hier. Nous nous sommes parlé parce que je crois que c'est important que nous ayons des options politiques basées sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le PDCI et le RHDP ont la même vision de la Côte d'Ivoire et nous avons construit ensemble la Côte d'Ivoire. Nous sommes des partis libéraux et de centre droit. Nous sommes contre la violence et ainsi de suite. Donc rien ne doit séparer le PDCI du RHDP. Aussi, le président Alassane Ouattara a-t-il ajouté qu'il tient à une réconciliation véritable pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Je souhaite que la Côte d'Ivoire continue en paix
Et comme vous le savez, nous avons donc engagé un processus de réconciliation renforcé. C'est pour cela que nous avons un ministre chargé de la réconciliation à qui j'ai parlé encore cet après-midi, parce qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui étaient au Ghana, je crois qui avaient peur d'être arrêtés à l'aéroport. Je lui ai dit de leur dire qu'il n'y a pas de problème. On leur a dit qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent rentrer. Comme je l'ai indiqué pour Laurent Gbagbo, qui peut rentrer à tout moment. Et par conséquent, je voudrais que l'on sache que cette volonté de réconciliation et de retour au pays doit être donc connue de tous. Que la Côte d'Ivoire tient à cette dernière étape, qui est la vraie réconciliation des fils et des filles de notre pays. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Alassane Ouattara leur a dit grand merci pour les présents qu'ils lui ont faits à l'occasion de cette rencontre. Des présents comme des reconnaissances physiques, il s'agit précisément des pagne-kita et des parures, ainsi que des attributs de commandement et un tableau, symbole des richesses culturelles ivoiriennes. Et je vous propose d'écouter maintenant quelques réactions, des réactions recueillies à l'issue de la rencontre. Les costumes ont fait place aux tenues traditionnelles d'Apara ce jeudi à la résidence du chef de l'État. Autour du chef du gouvernement, Patrick Achi, plusieurs régions sont venues dire aussi merci. Nous sommes un peuple reconnaissant et on ne dira jamais assez merci au président de la République. Parce qu'au-delà de ce qu'il a fait récemment, il fait toujours pour nous. Au niveau des réalisations, nous, au niveau du Moroni, on l'a dit, nos régions sont dans une phase de renaissance parce qu'elles sont restées longtemps, très longtemps en marche du développement. Et grâce au président Alassane Ouattara, nos régions actuellement sont en train de renaître. On voit, c'est palpable. Nos populations sont résolument engagées dans la politique de développement du président de la République. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, aux côtés du Premier ministre, pour venir traduire notre gratitude à M. le Président de la République pour tout ce que, d'abord pour les nominations, mais aussi pour tout ce qu'il fait pour notre région. Vous voyez toutes les infrastructures, les routes, l'eau potable, l'électricité. Vraiment, ce sont des éléments importants qui permettent donc à nos populations de vivre mieux. La désignation du Premier ministre Achi Patrick montre clairement que le président s'adresse à tous les Ivoiriens. Il a une vision, il aime son pays et il vient de le démontrer à travers ce gouvernement qui épouse l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire et qui montre clairement que nous pouvons être différents mais vivre ensemble. Et toutes les régions s'engagent ainsi à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était des réactions recueillies par Alexis Ouedraogo. Autre chose à présent, une réunion du CNS, le Conseil national de sécurité, s'est déroulée au palais présidentiel hier jeudi. Les échanges ont porté sur des questions sécuritaires et la pandémie de la maladie à coronavirus. On poursuit ce journal. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, je vous le disais en titre, a engagé jeudi à Abidjan les artistes ivoiriens dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. C'était lors d'un séminaire de formation des acteurs du monde culturel. L'éclairage de Mahama Traoré. Une nouvelle alliance est scellée, celle qui unit désormais la première dame Dominique Ouattara aux artistes de Côte d'Ivoire dans le combat pour l'éradication du travail des enfants. C'est dans le cadre de ce partenariat que les acteurs culturels ont été formés sur la notion du travail des enfants et l'ampleur de la riposte, une initiative du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Il ne s'agira pas d'une formation académique, mais d'une formation pratique, pragmatique, qui vise à renforcer vos capacités en vous donnant les rudiments sur le travail des enfants, afin que vous puissiez mieux faire la sensibilisation sur le terrain. Disposer les artistes à participer à une campagne de sensibilisation pour dire non au travail des enfants dans la cacaoculture est certes un devoir citoyen, mais surtout une adhésion spontanée au combat que vous menez, Excellence Madame la Première Dame, depuis 10 ans, pour que l'avenir et la dignité de nos enfants ne soient entachés par la moindre distorsion humaine.
Lancé en 2019, le 3e plan d'action national contre le travail des enfants mise sur la prévention et la sensibilisation. La première dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, se réjouit donc de ce soutien du monde culturel. Chers amis artistes, la formation qui vous sera dispensée aujourd'hui vous permettra de mieux cerner la problématique du travail des enfants ainsi que les efforts déployés par la Côte d'Ivoire et ses partenaires pour y remédier. Vous avez le don de nous faire rêver, de nous transporter et de nous faire ressentir les émotions les plus vives. Vous avez également le pouvoir de nous éduquer et éveiller nos consciences à travers votre art. N'hésitez donc pas à vous approprier cette lutte à travers vos œuvres artistiques respectives afin de préserver nos enfants contre ces pratiques qui nuisent à leur plein épanouissement. Une fois outillé sur ce phénomène qui touche environ 2 millions d'enfants en Côte d'Ivoire, le monde des arts et de la culture se dit prêt à sensibiliser. On devrait pouvoir chacun dans son secteur d'activité faire quelque chose pour accompagner, cette dynamique, pour accompagner ce combat en fait. Les artistes ne sont pas là que pour faire rigoler les gens, chanter, ils sont impliqués dans le développement du pays et la cause est importante. La cause, il s'agit d'éviter que nos enfants, nos petits frères, nos neveux, nos cousins aillent dans les champs de cacao culture ou de n'importe quel autre champ au lieu d'aller à l'école. Donc nous on ira parler à la population, on aura porter son message. Nous avions des définitions globales. Aujourd'hui, c'est spécifique et c'est important. C'est important parce que la Côte d'Ivoire de demain a besoin d'enfants forts, d'enfants sains. Preuve que les artistes se sont imprégnés de la lutte, l'édition 2021 de la caravane Ouaratour, initiée par l'artiste chanteur Abou Nidal, aura pour thème « Non au travail des enfants dans la cacao-culture ». La première dame Dominique Ouattara est la marraine de cette caravane qui sillonnera une vingtaine de localités productrices de cacao. Autre chose à présent, le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a rencontré le Premier ministre Patrick Achi. Au terme de son entretien avec le chef du gouvernement ivoirien, Jops von Kirchmann a annoncé l'accélération et la simplification des procédures d'appui de l'Union européenne au financement du plan national de développement PND 2021-2025. Plus de détails avec Alexis Ouedraogo. Les séances de travail se multiplient à la primature avec les partenaires techniques et financiers du pays. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine aux côtés de la Côte d'Ivoire pour l'exécution efficace du PND 2021-2025. L'Union européenne s'engage à renforcer son partenariat avec le pays. On a essentiellement échangé pour voir comment on peut accélérer les procédures, comment on peut rendre cette coopération qui est très très grande, encore plus efficace. Donc on a regardé ensemble sur les procédures, comment les accélérer, comment simplifier les circuits et comment on peut travailler ensemble en tant que vrais partenaires, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, pour vraiment être bénéfique pour nous dans les pays, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, pour livrer un service d'excellence à ses citoyens. Autre partenaire clé, la Chine, qui entend, elle, renforcer son appui au secteur privé ivoirien. Nous sommes d'accord de renforcer la coopération sur le plan économique, commercial, d'infrastructure, mais surtout la coopération dans le secteur privé. Le secteur privé, c'est l'avenir de la coopération entre nos deux pays. La Chine se dit confiante en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un pays, dit-elle, avec d'énormes potentialités à même d'assurer son développement. Et ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 1er mai 2021, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Signé Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.
Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie poursuit sa visite de travail au sein des structures sous tutelle. Amadou Koulibaly s'est rendu hier jeudi dans les locaux de la Société ivoirienne de télédiffusion. Le nouveau ministre de la Communication s'est entretenu avec la direction de la société. Il s'est penché sur le bilan du projet de déploiement de la TNT. Le compte-rendu de Serge Coléa. Prise de contact, mais surtout visite de travail. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie veut se donner les moyens de réussir sa mission. Au-delà de l'accueil chaleureux à lui réservé par le directeur général Adama Yeo et le personnel de la Société ivoirienne de télédiffusion, Amadou Koulibaly entend s'imprégner des réalités et donner des orientations. Nous sommes venus donc au-delà de l'aspect de visite traditionnelle, affirmer à IDT ce soutien-là pour pouvoir atteindre ses objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est l'extinction totale du signal analogique sur l'ensemble du territoire. Nous sommes déjà en retard parce que tel que ça avait été recommandé par l'UIT, cette inspection devait se faire le 17 juin 2020. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de faire en sorte que à la fin de cette année 2021, cet objectif soit atteint. Aujourd'hui, nous avons environ 80% des Ivoiriens qui bénéficient de la TNT. Nous pensons que pour les 20% de concitoyens qui restent, cela peut être fait dans les 6-7 mois qui nous restent avant la fin de l'année et nous nous battrons pour atteindre cet objectif avec IDT. À la suite du président du conseil d'administration qui note l'engagement des travailleurs, le directeur général a présenté les grands axes du travail abattu par la Société ivoirienne de télédiffusion en 4 ans d'existence. Déploiement de la télévision numérique terrestre, libéralisation effective de l'espace audiovisuel par la présence de 7 chaînes de télévision, extinction progressive du signal analogique. Une intense activité qui devrait se poursuivre. Le ministre a félicité le directeur général et ses collaborateurs. Il a promis tout son soutien à IDT. Le Ramadan, un mois de solidarité et de partage pour cette période de miséricorde. Le président de l'Assemblée nationale pense à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro vient d'offrir 30 tonnes de vivres au COSIM, le Conseil supérieur des imams. Le don du président du Parlement a été remis au nouveau Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Un don remis par le vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Diawara. Et c'est un autre Mamadou qui nous en parle. Il s'agit de Mamadou Kouassi. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, solidaire de la communauté musulmane dans cette période de Ramadan. Pour traduire cette marque de solidarité en actes, un don de vivres est fait au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Un don de 30 tonnes de vivres constitué de 10 tonnes de riz, de 10 tonnes de sucre et de 10 tonnes de lait. Le don est remis par le vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Diawara, représentant le président Amadou Soumaoro, avant de saluer la désignation du nouveau président du COSIM. Ce geste magnanime du président de l'Assemblée nationale, tout aussi important, a surtout valeur de symbole en ce mois de Ramadan. Symbole de foi, de fraternité et de partage. Le président de l'Assemblée nationale invite les imams à continuer de prier intensement pour le président de la République. Je vous invite donc à augmenter vos prières pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Satisfait de la démarche du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, le nouveau président du COSIM a traduit la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire aux donateurs. Le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité a rassuré les envoyés d'Amadou Soumaoro de la bonne répartition du don. Dans l'islam, donner la rupture à un jeûneur, c'est avoir l'équivalence de la récompense que Dieu allait lui donner. Inch'Allah, nous ferons en sorte que votre objectif, qui est d'aider les musulmans à faire dans de bonnes conditions le jeûne, nous allons redistribuer afin que ceux qui méritent puissent bénéficier de vos dons. Cette cérémonie de remise des dons a été également l'occasion pour le nouveau président du COSIM et l'ensemble des imams
de faire des prières et des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara et surtout pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Amen. Et cette bonne nouvelle pour la communauté musulmane, l'édition 2021 du Hajj aura bel et bien lieu. C'est l'information divulguée jeudi par le directeur général de culte Messamba Bamba, par ailleurs président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque. Rappelons qu'en 2020, le Hajj n'avait pu se tenir pour les pèlerins vivant hors de l'Arabie Saoudite en raison de la maladie à coronavirus. Le compte-rendu de Demadongui, connaît par Gassoro. Bonne nouvelle pour les pèlerins du contingent étatique et pour les opérateurs privés du Hajj. Les candidats du Hajj 2020 pourront accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam, cette année. C'est ce qu'a confié le directeur général des cultes, président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque, à la presse. Cette reprise qui se fera avec une réduction des quotas est conditionnée par l'observation stricte des mesures sanitaires édictées par le ministère saoudien de la santé, à savoir obligation pour tout pèlerin de l'extérieur de recevoir un vaccin de Covid-19 reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, dont la deuxième dose au plus tard une semaine avant l'entrée en Arabie Saoudite. Isolement de 72 heures après l'arrivée, en plus d'un autre test PCR 48 heures après, par une structure agréée par le prestataire de service du pèlerin. Obligation de port de masque pour tous les pèlerins et travailleurs sur les sites pendant toute la période du Hajj. Coordination des sorties des pèlerins de leur logement en dehors du programme principal avec le respect des mesures barrières. Distanciation de 1,50 m dans les chambres entre les pèlerins. Programmation des déplacements de groupes de 100 personnes avec au moins un guide. Exemption du Hajj des catégories à risque, c'est-à-dire les personnes malades d'hypertension, de diabète, de cardiopathie, d'asthme et autres, et se limiter à la tranche d'âge de 18 à 60 ans. Le président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque est ferme. Les 2 doses du vaccin contre le nouveau coronavirus, la Covid-19, est obligatoire pour effectuer le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. En ce qui concerne l'exemption liée à la limite d'âge et aux pathologies chroniques, le comité de surveillance du Hajj demande aux candidats concernés de se tenir prêts par précaution en faisant comme tous les candidats leur vaccin anti-Covid-19 et les consultations médicales pré-pèlerinage au cas où ces mesures venaient à être levées. Le directeur général des cultes assure. Le commissariat du Hajj communiquera dans les tout prochains jours sur les dispositions pratiques des activités de cette édition 2021 du Hajj. À présent, le point de la situation de la Covid-19 au 29 avril. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré jeudi 29 avril 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 2177 échantillons prélevés, soit 2,5% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 29 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 286 décès et 214 cas actifs. On en vient maintenant au dossier politique de cette édition. La cohésion sociale s'effrite au Bénin et c'est la dernière élection présidentielle qui en est la principale cause. Le scrutin du 11 avril dernier a été émaillé d'incidents et le président sortant a été confortablement réélu. Un scrutin auquel les leaders de l'opposition significative n'ont pu participer face à la réélection de Patrice Talon confirmée par la Cour constitutionnelle. Quel bilan peut-on faire du processus électoral au Bénin? Que peut-on retenir du boycott de l'opposition? Des questions auxquelles Michel Digré tente d'apporter des éléments de réponse dans ce reportage. On regarde. Ce qui s'est passé est fort regrettable. Nous n'avons pas le droit de le banaliser. À l'évidence, la démocratie béninoise traverse une zone de turbulence. C'est une déception. Cette déception
comme je le dis, est remarqué à travers les résultats là. Le Bénin n'est pas divisé, bien au contraire. Déception, zone de turbulence, regrets mais aussi espoir. La présidentielle béninoise du 11 avril dernier aura laissé des marques indélébiles dans le livre de l'histoire de la démocratie de ce pays. Depuis une trentaine d'années, c'est la première fois qu'un scrutin présidentiel se tient sans les poids lourds de l'opposition. La raison, le nouveau code électoral et son système de parrainage. William Onès, politologue, donne sa lecture des réformes initiées par le président Talon. Il prend des dispositions quitte à paraître arbitraires, quitte à installer un régime dur, je vais dire, mais il veut éviter qu'on l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, il pense que le pays est arrivé à un tournant où il faut prendre la voie du développement et il est prêt à tout sacrifier pour sa vision du développement. Pour d'autres observateurs de la scène politique béninoise, la loi peut paraître dure, mais tout le monde doit s'y conformer. Si la loi ne vous permet pas, vous, individu personnel, d'être candidat, mais il y a dans votre famille politique forcément quelqu'un. Parce que si la loi n'a pas empêché Djemba d'aller aux élections, mais écoutez, ça ne devrait pas empêcher autre personne. Maintenant, si vous vous retrouvez dans l'incapacité d'être candidat, c'est que forcément il y a quelque chose. Et dans votre famille politique, il doit y avoir forcément quelqu'un pour faire le jeu. Irénée Agossa fait partie des 3 duos de candidature validés par la Cour constitutionnelle. De passage à Abidjan, il dresse son bilan. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette élection et en donnant espoir à ceux qui sont insatisfaits, qui sont malmenés, qui sont lésés par cette gouvernance, de s'exprimer à travers les urnes. À Cotonou, le président Talon est plutôt satisfait de sa victoire. Ce vote-là est pour moi le signal d'une adhésion à notre effort commun. Et le signal qu'ensemble nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Patrice Talon a été réélu avec un taux de 86%. Ses adversaires obtiennent respectivement 11,29% et 0,35%. L'opposition donne les raisons de sa débâcle. L'opposition, l'autre côté de l'opposition qui ne nous a pas suivis, a opté pour une stratégie que, honnêtement, ne comprend pas. Comment vous pouvez être de l'opposition et que nous avons été tous à la recherche du parrainage et qu'un groupe parmi vous l'a reçu et que vous refusez de soutenir ce groupe et avoir des comportements qui favorisent le retour de celui que nous combattons. C'est extraordinaire. Il faut absolument aller chercher ce qui ne va pas. La stratégie de l'opposition a été le boycott qui a débouché sur des violences électorales. Certains individus ont empêché le déploiement du matériel électoral sur une partie du territoire national, même si elle est infirme, qu'elle ne porte pas atteinte à la légalité, à la légitimité du scrutin, mais cela dénote déjà d'une situation suffisamment grave en matière de sécurité. Le vote n'a pu se tenir dans plusieurs circonscriptions. À l'heure du bilan, la classe politique est consciente de la nécessité de rétablir la cohésion sociale. C'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Tel que moi je vois le président Talon, que vous l'aimez ou pas, vous allez finir par l'apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, je demande à l'opposition de faire un effort, de jouer la carte de l'apaisement, de trouver les voies et moyens pour revenir au pays. La main dans la main, je suis sûr que ça va se construire. Nous demandons à ce que le président prenne une loi d'amnistie générale pour permettre à tous ceux qui sont à l'extérieur, et les prisonniers et autres, de sortir ceux qui sont pris pour des faits ou tels et tels, de les laisser pour que nous puissions discuter dans un climat de sincérité, de vérité. Le chemin de cette réconciliation sera certainement houleux. Le vendredi 16 avril dernier, l'opposant Frédéric Joël Aïvo a été placé en détention provisoire avec 3 autres personnes pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Par ailleurs, plusieurs opposants béninois sont toujours en exil.
Hors de chez nous, un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord d'Israël depuis le début de la pandémie de la Covid-19 a tourné au cauchemar dans la nuit de jeudi à vendredi. Le premier bilan provisoire fait état d'au moins 44 morts. Les secouristes avaient au début évoqué l'effondrement de gradins pour expliquer ces blessés avant de parler d'une bousculade géante. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et restez sur RTI 1.